C'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut encore skier malgré la crise sanitaire. Entre la Turquie et l'Iran, voici Shadag, la première station de ski d'Azerbaïdjan, inaugurée il y a tout juste 10 ans. 23 km de piste créée avec de la neige totalement artificielle. Une prouesse qui aurait coûté près d'1 milliard d'euros au pays. C'est super, j'adore la neige. Je n'en avais jamais vu de ma vie. Ici, dans le Caucase, l'hiver, les températures descendent jusqu'à moins 20 degrés. Mais sur ces montagnes, les chutes de neige sont très faibles, notamment à cause de la mer, située à une centaine de kilomètres. Alors les autorités ont fait installer 230 canons à neige. Ils pompent l'eau des nappes phréatiques et la transforment en poudreuse. Cette neige artificielle attire la jeunesse dorée d'Azerbaïdjan, mais aussi les riches habitants des pays voisins. Ici, plus de 120 000 vacanciers découvrent chaque saison les joies de la glisse avec plus ou moins d'aisance. Monsieur, vous skiez quand vous étiez enfant? Non, non, avant ça n'existait pas. J'en fais depuis 3 ou 4 ans. Moi, j'ai commencé et découvert le ski il y a 5-6 ans. Quand ils ont ouvert la station? Oui. Et vos parents, ils connaissaient le ski? Non. Non, vous savez, on n'a pas la culture du ski ni du snowboard ici. Pour initier les Azéris au ski, les autorités ont fait venir des professionnels de la glisse du monde entier, comme Philippe Gaillet. Un Français. Il y a 8 ans, il enseignait le ski dans les Pyrénées. Aujourd'hui, il est chargé de former les moniteurs de cette nouvelle station. Voilà, on est à l'école. Salam alaikum. Il est 7 h du matin, avant l'ouverture des pistes. Philippe vient passer ses troupes en revue. Jusque-là, ces hommes et ces femmes étaient bergers ou agriculteurs. Ils n'avaient jamais dévalé une piste de ski. Désormais, il donne des cours, une grande fierté pour Philippe. C'était quand ton premier jour de ski? L'année dernière. Et tu enseignes depuis la saison dernière? Ouais. Donc il a appris l'année dernière. Monsieur Nourlan a appris il y a 6 ans, 7 ans, et lui l'année dernière. La première fois, j'avais peur. J'ai regardé le haut de la montagne et je me suis dit, waouh, je peux pas y aller. Et maintenant, je vais partout. Ouais, je vais vraiment sur toutes les pistes noires, les pistes rouges, partout. En saison, l'école de ski affiche complet presque tous les jours. Il faut dire que pour attirer ces nouveaux skieurs, l'État a mis les moyens. Au pied des pistes, des hôtels 5 étoiles, flambant neufs. Philippe les a vus sortir de terre en moins de 2 ans. Ici, c'était un méga chantier avec des dizaines et des dizaines de camions, comme vous pouvez les voir là. Une fourmilière d'ouvriers, et voilà, des échafaudages dans tous les sens, et des pelles mécaniques. À l'intérieur de ces établissements de luxe, les installations sont à l'image de ce qui se fait de mieux en matière d'hôtellerie sur la planète. Il faut compter une centaine d'euros la nuit pour une chambre comme celle-ci. Un prix peu élevé comparé aux tarifs européens, mais en Azerbaïdjan, c'est une grosse somme. Le salaire mensuel moyen est de moins de 300 euros. À ce prix-là, les touristes profitent toute l'année de la piscine extérieure chauffée à 35 degrés. La température est vraiment bonne. Philippe, lui, est moins bien loti. Comme tous les employés de la station, il vit dans un studio, mais il est nourri et blanchi. Salut, ça va? Salut, bonsoir. Il est 19 h. Le Français retrouve ses collègues au restaurant de la résidence. Comment il va? Tous sont expatriés comme lui, espagnols, chiliens ou argentins. Il y a 8 ans, ils ont répondu à l'appel du pays pour se lancer dans cette drôle d'aventure sans vraiment savoir où ils mettaient les pieds. J'ai regardé sur une carte pour voir où c'était et j'ai flippé. Mais pourquoi? Regarde les pays limitrophes. Quand j'ai dit à ma mère que j'allais en Azerbaïdjan, elle a pris peur. Elle a tout de suite pensé au Pakistan, à l'Iran, des pays où il y a la guerre. Elle s'est dit que j'allais mourir.
Mais c'est totalement différent ici. Dans cette station de ski, le salaire de ses employés étrangers est 30% plus élevé que celui qu'il toucherait en France. Plus de 2000 € par mois pour Philippe. En Azerbaïdjan, le Français a trouvé son Eldorado. Mais dans cette région du monde très instable, près de l'Iran, l'Irak et la Syrie, le pays n'est pas à l'abri des tensions et a même connu la guerre ces derniers mois. Changement de décor. Plus au sud, au bord de la mer Caspienne, Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, est surnommée le Dubaï du Caucase. Ici, on ne compte plus les gratte-ciel, les bâtiments futuristes, les boutiques de luxe, les yachts ou encore les clubs à la mode. C'est génial, super glamour. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, waouh, c'est un mini Dubaï. Bordée à l'est par la mer Caspienne, au nord par la Russie et au sud par l'Iran, cette ancienne république soviétique est indépendante depuis 30 ans. Ses 10 millions d'habitants sont à 90% musulmans. Mais le pays est officiellement laïque. On y pratique un islam tolérant où les femmes peuvent vivre comme elles l'entendent. Vous savez, l'Azerbaïdjan est un pays très différent des autres pays musulmans et j'en suis très heureuse. Autrefois, plus pauvre État de l'URSS, l'Azerbaïdjan est devenu le plus riche grâce au pétrole et au gaz présents dans ses sous-sols. Et il y en a tellement ici que certains habitants se baignent dedans. C'est spécial, mais c'est plutôt agréable. J'ai l'impression de flotter dans du chocolat. Le pays est aussi surnommé la Terre de Feu en raison du gaz naturel qui s'enflamme en jaillissant de certaines collines. Regarde, c'est dingue. Ça vient de s'allumer. Ces hydrocarbures font la fortune des élites et du clan présidentiel. Au pouvoir depuis 17 ans, Ilham Aliyev règne en maître sur le pays avec sa femme, qu'il a nommée vice-présidente. Vive l'armée de l'Azerbaïdjan! Vive l'Azerbaïdjan! Ces derniers mois, avec le soutien des forces turques, le président a déclenché une nouvelle guerre dans le Haut-Karabakh pour récupérer les territoires occupés par l'Arménie, le pays voisin, au lendemain de l'effondrement du bloc soviétique. Les affrontements ont fait des milliers de morts. Ils ont aussi entraîné le déplacement de 20 000 Arméniens. Forcés à l'exil, ils ont brûlé leurs maisons, parfois même en déterrant les dépouilles de leurs proches et de leurs familles pour les emporter avec eux. Cette guerre de 2 mois a permis au président de reconquérir le Haut-Karabakh. Aujourd'hui, Ilham Aliyev veut mettre l'Azerbaïdjan en avant pour attirer les investisseurs et les touristes. À coups de pétrodollars, il organise régulièrement de grands événements sportifs internationaux. Lève-toi! Allez! Mais la riche et clinquante Bakou a aussi sa face cachée. Au pied des tours de verre, un autre monde, celui des exclus. Des habitants qui vivent dans le dénuement le plus total. Regardez le plafond. Ce sont des conditions de vie inhumaines. Entre extrême pauvreté et miracle économique, nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer dans ce mystérieux pays du Caucase, autrefois totalement fermé. Mais durant notre enquête, impossible de faire un pas sans être accompagné et surveillé de près. Il a fallu constamment négocier. Mais cette caméra, non. Elle n'est pas autorisée. Bakou, 8 h du matin, dans un luxueux appartement du centre-ville. C'est l'heure du petit déjeuner chez Selchan Aliyeva, son mari et leurs 2 enfants. Fière de sa réussite sociale, cette riche femme d'affaires azérie, proche du pouvoir, a accepté de nous ouvrir ses portes. Comme tous les jours, ce n'est pas elle, mais sa gouvernante qui est au fourneau. Madame Kifaya, où sont les tasses? Vous pouvez préparer du thé, s'il vous plaît? Selchan Aliyeva est à la tête de la première marque d'objets de décoration d'intérieur en Azerbaïdjan. Créée il y a une dizaine d'années, son entreprise compte 350 salariés et 15 boutiques. Une belle réussite pour cette passionnée d'art qui collectionne des œuvres glanées dans le monde entier, à commencer par son propre pays. Ça, c'est un artiste azéri qui a fait ça pour moi. C'est une pièce unique. Ça a 200 ans. Je l'ai ramené du Maroc, de Marrakech.
Ça, ce sont mes poupées. Elles proviennent de différents pays. Des Philippines, d'Indonésie. Et ça, je les ramenais de France. Il y en a partout, dans toutes les pièces de son appartement, et même dans sa salle de bain. Et dans son dressing, il n'y a que des robes de grands couturiers. Ça, c'est du Chanel, du Giorgio Armani. Voilà ma pièce favorite, cette jupe pour l'été. J'ai des habits un peu déjantés, surtout pour l'été, car l'hiver, je travaille. Ce matin, Selchan doit se rendre dans l'une de ses boutiques pour l'installation d'une vitrine. Comme toujours, la femme d'affaires se déplace avec une assistante et surtout son chauffeur personnel. Car aujourd'hui, circuler dans la capitale de 2 millions d'habitants n'est pas une mince affaire. Il y a 30 ans, quand l'Azerbaïdjan était encore sous le joug soviétique, Bakou, c'était plutôt ça. Surnommée la ville noire à cause de ses raffineries de pétrole et de la pollution qui en découlait, la ville était alors surtout centrée autour de sa cité historique fortifiée. Aujourd'hui, elle s'aligne sur les plus grandes capitales. Les vieilles Lada de l'époque soviétique ont presque disparu pour laisser place aux derniers modèles européens. Et il y a même des milliers de taxis londoniens achetés aux Anglais par la ville. Avant, c'était beaucoup plus calme. Il y avait beaucoup moins de voitures et très peu de trafic. On n'aurait jamais pu imaginer un tel changement. L'architecture de la ville aussi a beaucoup évolué. Il y a énormément d'immeubles modernes, futuristes. Certains sont en harmonie avec l'architecture traditionnelle de la ville, d'autres pas du tout, mais c'est comme ça. Dans toute la ville, des centaines de gratte-ciel ont surgi comme ces tours en forme de flamme, symbole du pays. Bakou regorge de centres commerciaux à l'américaine, avec des boutiques de luxe fréquentées par les nouveaux oligarques azéris. Il faut être riche pour faire ses courses ici. Oui, c'est pour les riches. À coups de pétrodollars, c'est toute la ville qui fait peau neuve. Les projets les plus fous se succèdent, comme cette copie d'un quartier parisien avec ses faux immeubles haussmanniens en plein centre-ville. Ce chantier colossal de 6 km² vient de voir le jour. C'est l'une des plus importantes transformations urbaines du monde. Une aubaine pour les habitants fortunés, comme Selchan. Ça va mon maquillage? C'est bon? Oui, oui, c'est parfait. Ne vous inquiétez pas. Allez-y, c'est par là. La boutique dans laquelle elle se rend aujourd'hui se trouve dans ce centre commercial tout juste sorti de terre. 5000 m² sur 3 étages. Pour nous, rien d'exceptionnel. Mais en Azerbaïdjan, faire son shopping dans un centre commercial comme celui-ci, c'est une grande première. Il y a 10 ans, il n'y avait rien ici. Aucun centre commercial. Avant, les gens faisaient leur shopping dans la rue. Maintenant, on est en pleine croissance. Il y a de plus en plus de centres commerciaux et ça ramène de plus en plus de clients. Dans sa boutique, Selchan vend de la vaisselle en porcelaine, du linge de maison et des objets en tout genre. Là encore, pour un Azéri, acheter de la décoration d'intérieur, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est bon, les fleurs sont bien mises. Par exemple, on a des tasses comme ça à 2,50 €. Et vous pouvez aussi trouver des objets en métal doré à 30, 50 €. Comme cette lampe, par exemple. Dans ce pays où l'on gagne en moyenne 8 fois moins qu'en France, ces objets de décoration sont un luxe que seuls les plus aisés peuvent s'offrir. Mais la boutique de Selchan ne désemplit pas. En Azerbaïdjan, la décoratrice n'est pas la seule femme à succès. Ce matin, au cœur de la vieille ville, en basket et jean lacéré, Nigar Jamal ne peut pas faire un pas sans être interpellé par un fan. Ici, cette jolie blonde de 40 ans est une célébrité aussi populaire que Madonna. Je vous ai croisé, je me suis dit, mais je connais ce visage. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment magnifique. Oh, merci. Son nom ne vous dit peut-être rien,
Pourtant, Nigar Jamal a fait la une de l'actualité dans toute l'Europe. Il y a tout juste 10 ans, Running Scared, sa chanson interprétée en duo sous le nom de Elle and Nikki, gagnait le Grand Prix de l'Eurovision. Une victoire qui l'avait propulsée en tête des hit-parades et qui avait surtout fait d'elle le symbole de la femme moderne et libérée dans ce pays musulman. Merci. Merci à vous. Après les selfies, la jeune femme se rend à la mosquée pour prier. En Azerbaïdjan, 90% de la population est musulmane, mais l'État est officiellement laïque. C'est inscrit dans la Constitution. Les affaires religieuses sont sous le contrôle des autorités et dans le pays, toute forme de radicalisme est interdite. Il faut le passer derrière. Voilà, c'est bon. Pour sa prière du matin, Nigar change de tenue pour revêtir ce tchador. Ici, on peut être une vraie musulmane et s'habiller à l'occidental, aucun problème. Il n'y a rien de paradoxal à être une femme moderne et en même temps une musulmane pratiquante. Je crois en Dieu, vous savez. L'Azerbaïdjan est très différent des autres pays musulmans et j'en suis très heureuse. Sa prière terminée, Nigar Jamal retrouve son look de tous les jours et cela ne choque personne. Ici, nous avons une très grande liberté. Tu t'habilles comme tu veux. Si tu veux te voiler, tu te voiles. Et si tu veux te balader, cheveux au vent, tu as le droit aussi. On fait vraiment comme on veut. Et vous avez le droit de boire de l'alcool? Oui, en Azerbaïdjan, tu peux boire de l'alcool. Et si tu veux manger du porc, tu manges du porc. C'est comme tu veux. Nous allons nous en rendre compte le soir même. Il est 18h, au sommet de cette tour de grand standing. Bonjour. Bienvenue. Nigar Jamal nous reçoit chez elle, très décontractée. Ça, c'est mon salon. Et voilà ma cuisine. Cette jeune divorcée, mère de 2 enfants, est fière d'afficher sa féminité et sa réussite. Elle est une habituée des projecteurs, de la presse People et des magazines de mode. Chez elle, au mur, des photos ou des tableaux à son effigie. Ça, c'est un portrait de moi, une peinture que j'ai reçue de l'un de mes fans. J'en reçois énormément, mais celle-là, c'est vraiment la plus belle. C'est pour ça que je l'ai accrochée d'ailleurs. Ce soir, Nigar se rend à une fête. Elle choisit une robe qui met particulièrement en valeur sa silhouette. Ma tenue favorite, c'est celle-là. Ici, toutes les femmes font attention à leur apparence. Manucure, pédicure, coiffeur, maquillage. Vous savez, les hommes azéris adorent les femmes qui font attention à elles. Chaque soir, à la nuit tombée, Bakou change de visage. Ville morte sous l'ère communiste, la capitale compte aujourd'hui des dizaines de bars, restaurants et discothèques branchés. Bakou est même surnommé le Dubaï de la mer Caspienne. À l'entrée de ces établissements de nuit, des voitures de luxe tapent à l'œil. Toute la jeunesse dorée du pays s'y donne rendez-vous pour faire la fête sans inhibition. J'ai failli abîmer mon talon. Pour faire la promotion de la vie nocturne à Bakou, les proches du président, comme Nigar Jamal, n'hésitent pas à s'impliquer. Ce soir, la jeune femme se rend au dernier étage de cette tour pour inaugurer un nouveau club. Elle y a rendez-vous avec Ranar Moussaïev, l'une des stars de la télévision azérie. Salut, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Les 2 célébrités locales se connaissent bien. Elles ont été invitées par les patrons du club qui comptent sur elles pour faire venir du monde. Bonsoir à tous. Pour vous ce soir en exclusivité, Nigar Jamal. Nigar Jamal. Face à un public conquis, Nigar interprète l'une de ses chansons fétiches, un tube national que tous les Azéris connaissent.
Son titre, Crush on You, un hymne à la drague. Nigar et Ranar sont ensuite invités à dîner. Au menu, sushi, vodka et chicha, la nouvelle tendance à Baku by Night. Avant, ce genre de dîner se faisait au caviar. La mer Caspienne regorgeait d'esturgeons et leurs œufs étaient sur toutes les plus belles tables de la ville. Mais la surpêche a stoppé la production et aujourd'hui, seuls les plus riches en consomment. D'habitude, on en mange au petit déjeuner. Et même au déjeuner, si vous en avez envie. Et la nuit, vous mangez des sushis? Oui, maintenant, nous, à Bakou, on préfère manger des sushis dans les clubs. Bien qu'on soit dans un pays musulman, on est aussi moderne que vous. Les gens à l'étranger pensent souvent qu'on est tous fermés ici, que ça craint. Mais en réalité, ce n'est pas du tout comme ça. On peut être dans un pays musulman, mais en même temps être très moderne. Vous savez, on devance même l'Europe sur certains points. Un jour, on sera meilleur que vous allez voir. Ranar travaille pour l'une des grandes chaînes de télévision du pays. Le lendemain, nous le retrouvons pour l'enregistrement de son talk show. Une émission satirique où il s'amuse de l'actualité, suivie par des centaines de milliers de téléspectateurs. C'est bon pour le micro? C'est bon, ça marche? À la télévision aussi, tout a changé dans le pays. Ranar, qui a grandi à Bakou sous le communisme, se souvient de programmes dictés par le pouvoir, pas vraiment le bon vieux temps. Bonjour à tous. Nous commençons notre travail. Il est 20h. Vous pouvez regarder l'information sur notre chaîne. À l'époque des soviétiques, c'était comme ça. Tout était contrôlé. On ne voyait pas de gens détendus. Après les soviets, nous avons connu une indépendance pour tout, la télévision y compris. Maintenant, c'est beaucoup plus cool. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire des talk shows. On est vraiment beaucoup plus libre. C'est vrai qu'il faut des règles. Mais c'est nous qui les inventons, pas quelqu'un d'autre. C'est ça qui a vraiment changé. Seul sujet sensible à ne pas aborder, le président et sa famille. Ranar se garde bien d'en dire du mal, c'est mieux pour sa carrière. Cet après-midi, il a rendez-vous chez l'un des plus gros promoteurs immobiliers du pays, pour un appartement qu'il vient d'acheter. À Bakou, on a énormément construit ces dernières années, et aujourd'hui, l'offre dépasse la demande. Contrairement à la plupart des capitales européennes, il y a beaucoup de logements vides, et il est facile de trouver l'appartement de ses rêves. Ranar a choisi d'investir dans ce complexe au design futuriste, encore en construction. Ce qui a attiré mon regard au départ, c'est cette façade un peu déjantée. Ces immeubles, on dirait des jouets. Ça ressemble à des Rubik's Cube. Planté en plein centre-ville, cet ensemble de 10 immeubles compte 2000 appartements haut de gamme. Les travaux devraient être finis dans un an. Salut, comment ça va? C'est mon ami et aussi mon architecte. Bonjour. Bonjour. Je suis venu avec mon architecte d'intérieur. Ranar vient faire le point sur l'aménagement de son futur logement. Un 100 mètres carrés au 5e étage de l'une des tours. Il souhaite lui donner un style loft new-yorkais. Voici le plan. Ça, c'est l'entrée. Et là, il y a le salon. J'aimerais bien mettre une table ici, par là. Et ici, le dressing. Et surtout, faire des portes coulissantes que je puisse laisser ouvertes ou fermées quand je veux. J'aimerais ouvrir le salon sur l'entrée. Je pense que je ne veux pas de mur dans la salle de bain non plus. Il y a longtemps, je suis resté dans un hôtel et il n'y avait pas de mur dans la salle de bain. J'ai vraiment aimé. C'était super. Ce qui a séduit l'animateur, ce n'est pas que le design de l'appartement.
c'est aussi l'environnement et les aménagements extérieurs. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé. Et ma ville préférée dans le monde, c'est Venise. Quand j'ai vu le complexe, ça m'a tout de suite rappelé Venise. Car autour des immeubles, il y a de l'eau et des canaux. Il manque juste les gondoles. Au premier abord, la ressemblance n'est pas frappante. À terme, il y aura une piscine, un spa, une salle de sport. Pas vraiment le palais des Doges ou le pont du Rialto, mais du grand luxe dans cette ex-république soviétique. Ranar s'y voit déjà. Je veux casser les murs, vraiment tous les murs. Je veux mettre 2 ouvertures avec des vitres que je puisse ouvrir ou fermer comme je veux. Le but, c'est que je puisse avoir un espace complètement ouvert, comme un grand loft. Pour s'offrir cet appartement, l'animateur a déboursé 75 000 €. Une fortune en Azerbaïdjan. Mais ici, pas question de s'en vanter, l'esprit communiste est toujours bien présent. Non, ici, ça ne se fait pas de parler d'argent. Ce n'est vraiment pas bien vu de parler de sa fortune. Désolé. La promotrice, elle, garde le sourire. Son projet séduit. Malgré la concurrence, 80% des appartements du complexe sont déjà vendus sur plan. Et la moitié des acheteurs sont étrangers. Ils arrivent des pays voisins, des Russes, mais aussi des Turcs ou encore des Iraniens qui ont fait de Bakou leur lieu de villégiature. Il faut dire que le pouvoir leur déroule le tapis rouge et dépense sans compter pour hisser la ville au rang des grandes capitales des pays de l'Est et du Caucase. Depuis 2014, l'aéroport dispose d'un tout nouveau terminal et pour les touristes, un comité d'accueil folklorique à l'arrivée. L'Azerbaïdjan s'est aussi doté de plusieurs hôtels 5 étoiles et même de terrains de golf. Bravo, bien joué. Des parcours qui font le bonheur des riches indiens. Avant de venir à Bakou, je ne savais même pas qu'il y avait un pays qui s'appelait l'Azerbaïdjan. Tout à fait. On n'aurait jamais imaginé voir ici un tel golfe, une telle météo, un si beau pays. C'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, plus de 2 millions d'étrangers visitent chaque année le pays. Mais tous ne viennent pas uniquement pour le golf et les monuments historiques. Certains font le voyage jusqu'ici pour prendre des bains de pétrole. C'est une activité unique au monde. En Azerbaïdjan, les habitants se baignent dans l'or noir pour soigner certaines maladies. C'est dans cette station thermale située à l'ouest du pays que se déroulent ces cures hors du commun. Bonjour mesdames, est-ce que vous savez comment ça se passe ici? Écoutez, moi, je suis déjà venue ici avant. Mais pour ma sœur, c'est la première fois. Angela et ses 2 sœurs arrivent de Russie. Elles ont réservé 15 jours de cure à base de pétrole. Leur valise à peine posée, elles ont rendez-vous avec le médecin-chef de l'établissement. Entrez, entrez. Asseyez-vous, mesdames. Khurshud travaille ici depuis plus de 10 ans. Selon elle, le pétrole permet de soigner l'arthrite et certaines maladies de peau. Ce serait même un remède miracle contre la stérilité. Ça favorise la fertilité chez l'homme. Ça peut paraître étonnant, mais ça aide les fonctions érectiles. C'est un très bon traitement contre la stérilité. On a vraiment de très bons résultats. Angela et ses sœurs souffrent d'arthrite. Le pétrole pourra-t-elle les soulager? C'est en tout cas ce qu'on leur promet ici. Vous avez mal où, madame? Dites-moi ce qui ne va pas. J'ai très mal aux articulations. Ce sont mes jambes qui me font souffrir. Pour soigner les 3 sœurs, Khurshud préconise une immersion dans un bain de pétrole. 10 minutes par jour, pendant 2 semaines. Coût des soins et de l'hébergement, 2 000 € par personne. Ce n'est pas donné, mais Angela est prête à payer le prix pour en finir avec ses douleurs. Ici, comme dans un spa classique, l'établissement est équipé de salles de bain.
Mais à la place des huiles essentielles, on met dans ces baignoires un dérivé de pétrole brut chauffé à 40 degrés. Cela ressemble à s'y méprendre à de l'huile de moteur usagée. Les clients et les patients y trempent leurs pieds ou s'immergent complètement dedans, comme Angela. C'est spécial, mais c'est plutôt agréable. J'ai l'impression de flotter dans du chocolat. C'est très chaud et c'est un peu visqueux aussi. Qu'est-ce que ça sent? Bah ça sent le pétrole, quoi. Il devrait le parfumer au chocolat. Ce serait vraiment relaxant. Certains médecins étrangers ont condamné ces bains de pétrole. Ils pensent qu'ils sont potentiellement cancérigènes, mais ici, on n'en démord pas. Tout le monde dit que c'est bon pour la santé. J'espère que ça va marcher pour moi et que ça va soulager mes articulations. Comme Angela et ses sœurs, 7000 patients viennent chaque année s'y faire soigner et cela n'est pas près de s'arrêter. L'Azerbaïdjan, il faut le dire, est en plein boom. Ce dynamisme, on le doit notamment à une famille toute puissante qui règne en maître sur le pays depuis 30 ans. À Bakou, difficile de ne pas passer à côté d'un portrait ou d'une statue d'Heydar Aliyev. C'est le père de l'actuel président et aussi le fondateur de la nation. Dans tout le pays, son visage s'affiche en 4x3. 1000 rues portent son nom et une centaine de musées a été créé à sa gloire. Comme ce complexe en plein Bakou, le centre Heydar Aliyev. Un bâtiment futuriste de 60 000 mètres carrés. À l'intérieur, l'histoire et les succès de l'ancien président, son enfance, ses médailles de guerre et même sa voiture et sa lampe préférée. Aujourd'hui, 18 ans après sa mort, les Azéris lui vouent toujours un culte sans limite. Nous lui devons tout ce que l'on a aujourd'hui dans le pays. C'était un bon meneur, un leader. Parce que pour diriger ce pays, il faut une main ferme et solide. Grâce à lui, la paix a été rétablie, l'ordre est revenu dans notre ville. Tout ça, c'est grâce à lui. Tout commence au début des années 90, à la chute de l'URSS. Heydar Aliyev travaille alors pour le KGB, les services secrets russes. Il prend le pouvoir par la force et met la main sur le trésor du pays, les immenses réserves de gaz et de pétrole. Et il y en a partout, au large de la mer Caspienne, mais aussi sur la terre ferme, comme ici, à Bakou, en plein milieu de ce parking. Rien qu'avec cette machine, on produit 1,5 tonne de pétrole par jour. Quand il prend les commandes du pays, Heydar Aliyev, l'ancien président, réussit un coup de maître. Vendre son pétrole à toutes les grandes multinationales du secteur. Il signe alors un contrat qui rapporte au pays près de 30 milliards d'euros par an. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à filmer dans le coffre-fort du pays, le centre névralgique de l'industrie pétrolière azérie. À 50 km de la capitale, Sangachal, l'un des plus gros terminaux d'hydrocarbures au monde. C'est un site extrêmement sensible, surveillé par la police de l'État et l'armée. Il est en train de filmer? Non, il ne te filme pas. Pour y entrer, il faut montrer patte blanche. Et pendant notre visite, nous serons accompagnés par un guide. Vous pouvez me donner votre carte d'identité? Avez-vous des allumettes ou un briquet sur vous? Avec tout ce pétrole autour, c'est pas une bonne idée, les allumettes. Le site est hautement stratégique. C'est ici que convergent tout le pétrole et le gaz du pays. Ces hydrocarbures sont ensuite exportés en Europe et dans le reste du monde à travers d'immenses pipelines souterrains qui s'étendent sur plusieurs milliers de kilomètres, cela jusqu'en Turquie. Tout est contrôlé dans ces salles des machines. Les ingénieurs qui y travaillent 24 heures sur 24 détiennent entre leurs mains l'approvisionnement de dizaines de pays. C'est comme le sang de notre corps.
Si on a une bonne circulation, tout va bien. Mais s'il y a un problème, là, c'est comme une attaque cardiaque. Aujourd'hui, c'est Ilham Aliyev, le fils de l'ancien président qui a repris les rênes du pays et qui exploite ses ressources naturelles. Il règne en maître sur l'Azerbaïdjan depuis 2003. Et comme vice-président, il n'est pas allé chercher très loin, il a nommé sa propre femme. Ilham Aliyev est courtisé par toutes les grandes puissances de la planète. Grâce à ses matières premières, son pays est riche, prospère. Mais l'argent du pétrole ne profite pas à tout le monde, loin de là. Pour s'en rendre compte, il suffit de s'éloigner un peu du centre-ville de Bakou. À quelques minutes seulement des gratte-ciels flamboyants et des boutiques de luxe, des habitations en ruine, la désolation et le délabrement. Ce bidonville, construit juste aux abords de cette voie de chemin de fer, s'étend sur plusieurs kilomètres. Une vision de l'Azerbaïdjan que les autorités n'aiment pas montrer. Ici, des familles survivent dans des conditions inhumaines. Comme ce couple de retraités. À eux deux, ils touchent une toute petite pension, à peine 170 € par mois. Le couple habite cette minuscule maison qu'ils ont achetée il y a des années. Une seule pièce d'environ 15 mètres carrés, sans salle de bain ni toilette, seulement chauffée avec ce poêle à bois. Regardez dans le frigo. Il n'y a rien. Quelques bocaux que je garde depuis des mois et des confitures. C'est tout. Rien d'autre. Tous les 2-3 mois, on arrive à acheter un peu de viande, mais on ne peut pas se permettre d'en manger plus. On n'arrive pas non plus à payer la facture d'électricité. Pour le gaz, on paye 5 € pour 10 jours. Et quand on ne paye pas, ils viennent réclamer de l'argent. À qui dois-je me plaindre? Au président? Il ne voit pas comment on vit, lui? Ils veulent quoi? Qu'on meure? Le gaz, c'est une entreprise de l'État. Il nous réclame de l'argent. Comment je peux lui en donner alors que je n'ai rien du tout? Regarde la misère dans laquelle on vit. Officiellement, seuls 5% de la population vivrait comme ce couple, sous le seuil de pauvreté, avec seulement quelques euros par jour. Mais selon certaines ONG, ils seraient bien plus nombreux. Et évidemment, le pays a tendance à cacher cette misère. Cet immeuble qui appartient à l'État en est le parfait exemple. Comme il se trouve sur la route de l'aéroport, empruntée par les touristes, sa façade côté rue a été refaite tout récemment. Mais quand on fait le tour, on se croirait revenu 100 ans en arrière. 300 familles vivent ici dans une très grande précarité. Seule Naïla a accepté de nous faire visiter son logement. Les gens ont peur de parler, je les comprends. Mais moi, je m'en fiche. J'ai tout perdu et je n'ai plus peur de personne. Cette infirmière à la retraite habite ici depuis 20 ans avec son fils, sa belle-fille et leurs 2 enfants. À 5, ils s'entassent dans ce 2 pièces d'une 30aine de mètres carrés. Regardez dans quelles conditions on vit. On a nos affaires là-haut et nos matelas ici. Mais on ne peut rien en faire. On n'a pas de place. Des fois, on achète des choses, mais on ne peut pas les utiliser. Si on a des invités, on ne peut rien sortir, car il faudrait tout descendre. Pour la cuisine, il faut se rendre dans le couloir. Naïla et les autres habitants se partagent des réchauds d'un autre âge qu'ils ont eux-mêmes bricolés. C'est un chauffe-eau. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a que de l'eau froide. Du coup, nous avons dû l'installer nous-mêmes. Le pire, ce sont les sanitaires, totalement insalubres. Dans cet étage, il y a 20 familles qui habitent, mais on n'a qu'un seul WC. Et tous les matins, il y a la queue. Et je ne parle même pas de l'odeur. Ça pue, c'est infect. Regardez, c'est dégueulasse. Regardez ça. Regardez le plafond qui s'effondre un peu plus chaque jour. Nous, on sait comment se protéger, mais les enfants, c'est extrêmement dangereux. Ils pourraient s'électrocuter. Ce sont des conditions de vie inhumaines. Regardez, pour chauffer l'eau, c'est dangereux. Avec sa petite retraite, une centaine d'euros par mois, Naïla n'a malheureusement pas les moyens de changer de logement.
Ici, comme l'immeuble appartient aux autorités, elle ne paie pas de loyer. Une bien maigre consolation. Du coup, la grand-mère, comme la plupart de ses voisins, sont même devenus nostalgiques de l'époque soviétique et du collectivisme. On voit bien que le pays change, qu'il y a de belles constructions. Mais nous, on ne voit jamais la couleur de tout ça. Dans mon quotidien, il n'y a rien qui change. Regardez la façade de notre immeuble. Ils ont juste remis un coup de peinture, juste pour la vitrine. C'est dans cette pièce que nous dormons et que nous mangeons. On fait tout dans une pièce. À l'époque soviétique, on avait au moins une chambre séparée entre filles et garçons. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, regardez dans quoi on dort. C'est insupportable. En Azerbaïdjan, rares sont les habitants qui osent se plaindre ouvertement, car toute forme de contestation est sévèrement réprimée. Les manifestations sont exceptionnelles et elles se terminent généralement très mal. Les médias sont aussi muselés. Dans son dernier rapport annuel sur la liberté de la presse dans le monde, Reporters sans frontières classe l'Azerbaïdjan au 168e rang sur 180. Nous avons nous-mêmes été arrêtés à de nombreuses reprises et notre tournage s'est effectué sous étroite surveillance. Vous pouvez faire des photos touristiques, mais cette caméra, non, elle n'est pas autorisée. Aujourd'hui, la plupart des journalistes indépendants sont derrière les barreaux. Nigar en sait quelque chose. Son mari, journaliste, a été condamné à 5 ans de prison et c'est loin d'être un cas unique. Bonjour les amis, comment ça va? Soyez les bienvenus. Ça fait plaisir de vous voir. Entrez, entrez. Chaque semaine, Nigar accueille chez elle d'autres femmes qui sont dans cette même situation. Comme Shura. Son fils, un militant d'opposition, ici sur ces images, a été arrêté à cause de ce tag qu'il a fait sur la statue du père de la nation. Pour ces quelques mots, où il compare l'Azerbaïdjan à un État esclavagiste, il a été condamné à 10 ans de prison ferme. Une peine disproportionnée. Pour la justifier, les policiers ont tenté de le faire passer pour un dealer de drogue le jour de son arrestation. Ce jour-là, vers 7-8 heures du soir, on a frappé à ma porte. J'étais surprise. Des policiers sont entrés et ils m'ont dit qu'ils allaient arrêter mon fils pour trafic de drogue. J'ai vu qu'ils mettaient quelque chose dans mon lit, sous l'oreiller. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. Et j'ai dit, « Vous vous trompez, c'est mon lit, pas celui de mon fils. » J'ai répété, « Chez moi, il n'y a pas de drogue. C'est vous qui en avez ramené. Reprenez ce sachet, s'il vous plaît. » Un policier a ouvert le sachet qu'il avait apporté. De la poudre est tombée sur le lit. Plus tard, j'ai prouvé que c'était du sucre, pas de la drogue. Vous vous rendez compte? Il l'avait placé là exprès. J'ai réussi à le prouver, mais ça n'a strictement rien changé. Mon fils a quand même été condamné. Le fils de Shura a finalement été libéré après 3 ans d'emprisonnement. Il est aujourd'hui étroitement surveillé. Ces méthodes ont permis au régime de museler l'opposition. La plupart des journalistes azéris sont en exil. Pour les rencontrer, il faut donc quitter le pays. Strasbourg, dans l'est de la France. C'est ici que l'un des principaux opposants au régime a trouvé refuge. Ganimat est l'ancien rédacteur en chef du plus important journal d'opposition azéri. Après avoir été emprisonné pendant 2 ans et demi, il a préféré quitter le pays. À plus de 4000 km de chez lui, il continue son combat grâce à sa web TV, suivie par plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Avec des images que lui envoient des habitants,
Ganimat multiplie les reportages pour dénoncer les pratiques du clan Aliyev. Le journaliste s'est improvisé présentateur et il organise régulièrement des talk-shows en visioconférence. Je considère que c'est mon devoir. Je dois faire ce travail. Si je ne le fais pas, des millions de personnes en Azerbaïdjan seront privées d'informations et le totalitarisme risque de s'intensifier. Ce matin, Ganimat interviewe un autre opposant. Objectif, dénoncer la corruption qui régnerait dans le pays. Selon eux, la famille Aliyev aurait détourné plusieurs milliards d'euros et bâti un patrimoine colossal avec des villas de luxe partout dans le monde, en Russie, à Dubaï ou encore à Londres. On parle d'un vol massif, d'une ampleur jamais vue jusqu'à présent. Pour eux, c'est juste du blanchiment d'argent. Pour nous, c'est un vol. Le gouvernement a volé cet argent aux citoyens de l'Azerbaïdjan. Des accusations très graves, difficiles à vérifier. En attendant, à Bakou, le clan Aliyev continue de conforter son pouvoir et fait tout pour en assurer la pérennité. Le chef de l'État a même fait changer la Constitution pour effectuer un nombre illimité de mandats. Autour de lui, ses proches occupent des postes clés dans tous les secteurs de l'économie. Certains d'entre eux ont accepté notre caméra. Ce soir, dans ce restaurant huppé de la ville, ils fêtent l'anniversaire de l'un des leurs. Autour de la table, la jeunesse dorée, les fils des élites au pouvoir. Très méfiants, la plupart d'entre eux n'ont pas voulu montrer leur visage. Pour toi, mon ami, je souhaite que tes enfants suivent tes pas. Parce que tu es un Azerbaïdjanais incroyable. Santé. 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 Tous travaillent dans les banques, la police ou le pétrole. Dans peu de temps, ils devraient occuper les postes clés du pouvoir. Seul Jaïd a accepté de nous parler de son cercle d'amis très privilégié. On se connaît vraiment tous bien, on est amis. On a tous étudié ensemble à Londres. Jaïd est le fils de l'un des oligarques proches du président. Il a fait ses études en Angleterre, mais aussi en France, à Bordeaux, afin de se familiariser avec l'œnologie. Car il s'est lancé dans un pari fou, refaire du vin en Azerbaïdjan. Ce projet fait partie de la nouvelle stratégie globale du pouvoir. Diversifier l'économie pour ne pas dépendre uniquement des hydrocarbures. Le lendemain matin, nous retrouvons Jaïd sur la route. Il a bien voulu nous emmener visiter son vignoble. 4x4 de marque anglaise, habillé comme un fils de bonne famille, le jeune Azéri est fier d'afficher sa richesse, comme sa montre suisse, à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Jaïd se déplace uniquement avec son chauffeur, qui fait aussi office de garde du corps. Son ambition n'a pas de limite. Un jour, j'aimerais être député, c'est mon rêve. Je ne veux pas être député juste pour une histoire de statut social, mais pour apporter quelque chose à mon pays, donner mon point de vue. Innover, faire des choses qui n'ont pas encore été faites dans ce pays. À 3 heures de route de Bakou, au beau milieu des montagnes du Caucase, voici l'un des 5 domaines viticoles du pays. Plusieurs centaines d'hectares de vignes, un chai et une usine high-tech construite il y a 10 ans. Dans le hall d'entrée, Jaïd est fier de nous montrer le portrait du chef de l'État. Regardez, c'est notre président. Sa famille en est très proche. Il s'est même déplacé en personne pour inaugurer l'exploitation. Et là, derrière, c'est mon père. La production et le développement du vin sont l'une des priorités économiques du président. C'est lui qui contrôle tout. Tous les ans, le ministre du Développement économique lui fait un rapport complet sur la production annuelle. Du vin en Azerbaïdjan. L'idée des autorités peut paraître saugrenue, mais ce n'est pourtant pas totalement nouveau. Autrefois,
le pays était le premier producteur de l'URSS. Mais pour lutter contre l'alcoolisme, les communistes ont fait détruire toutes les vignes du pays. Alors Jaïd et sa famille ont dû en importer d'Italie et dépenser sans compter pour relancer la production. Combien d'argent avez-vous investi dans cette usine? Énormément. Oui, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? C'est confidentiel. Le chiffre est tellement énorme que l'on ne peut même pas le prononcer. Aujourd'hui, l'usine de Jaïd produit environ 400 000 bouteilles par an. L'État azéri espère encore augmenter la production et exporter son vin dans le monde entier pour continuer à s'enrichir et faire rayonner le pays.